Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. On s'attendait à avoir 3 personnes avec Benoît et en fait du coup là on est un peu stressé. Donc nous on va vous parler aujourd'hui d'agilité pour les nuls. En réalité on va vous parler de principes clés, de bonnes pratiques autour de l'agile. Avant de commencer on va se présenter. Donc moi je m'appelle Yassine El Kochta, je suis à l'initiative d'une structure qui s'appelle La Capsule. Si je devais me caractériser aujourd'hui, je vous dirai en fait quelque chose à mon sujet, quelques points. Le premier, c'est que je suis sapeur-pompier volontaire. Donc la photo que vous avez là, c'est la caserne de Saint-Herblain où je travaille toutes les semaines. Les points que je vous présente là, on fera un lien avec l'agilité dans la présentation. Enfin, en tout cas, on l'espère, hein, Benoît. L'autre point, c'est que je suis adepte des équilibres instables. Moi, j'ai une conviction, c'est qu'en fait, on ne peut pas prédire l'avenir, on ne peut pas tout contrôler. Et donc, puisqu'on ne peut pas tout contrôler, autant apprendre à s'adapter, en fait. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai une manière assez particulière de voyager, puisqu'en fait, mes voyages, ils ont toujours juste le point de départ et éventuellement le point de retour, mais je pars généralement en sac à dos tout seul, sans savoir en fait, où je vais dormir le lendemain, ou parfois le soir même, ou éventuellement dans quel pays je vais atterrir. Voilà, c'est complètement improvisé et construit au gré des rencontres. Benoît ? Bonjour à tous. Pour ma part, Benoît Tréguer, consultant chez Selentia. Donc, je pratique l'agilité depuis de nombreuses années, à la fois au sein d'équipes IT en tant que product owner, mais également plus dans l'accompagnement de nos clients pour mettre en place l'agilité ou pour plutôt synchroniser des équipes agiles avec des équipes non agiles. L'agilité, j'en suis convaincu, peut nous apporter énormément à chacun, que ce soit dans son monde personnel professionnel ou personnel. Pour ma part, par exemple, lorsque j'ai décidé d'acheter un appartement il y a quelques années, j'étais sûr que de 2 choses. Que j'allais le vendre au plus tard dans 5 ans et que les travaux, nombreux à réaliser, allaient être entièrement réalisés par moi-même. Donc le soir, le week-end. Donc j'étais absolument pas sûr de pouvoir terminer les travaux avant de le vendre. J'ai donc du coup décidé de réaliser les travaux dans un premier temps qui allaient être apportant le plus de valeur à l'appartement et par contre décidé également de ne jamais commencer les travaux d'une nouvelle étape avant d'avoir finalisé une scène d'avant. Évidemment, les finitions comprises. Ainsi, lorsqu'il a fallu vendre l'appartement, seulement au bout de 2 ans, les grandes transformations étaient réalisées et tout ce qui était commencé était terminé. Bon, du coup, là, vous vous demandez qu'est-ce que vous foutez là. On devait vous parler d'agile, donc rassurez-vous, on a prévu des choses. Donc voilà. Donc là, en fait, on a un schéma du framework Scrum. Par contre, je pense qu'il est encore un petit peu trop simple. Et puis, vous êtes là pour apprendre des choses, donc on va le rendre un peu plus complexe. Donc là, ça devient un peu plus intéressant. C'est quelque chose de très sérieux et très complet. Mais je pense qu'il manque encore des choses. Je ne sais pas ce qu'on pourrait ajouter, Benoît. Du jargon. Et là, avec Benoît, on est très bien, parce que pour le coup, on peut vous raconter tout ce qu'on veut. C'est technique, il y a du jargon, c'est parfait, quoi. Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va vous raconter des histoires. Et la première, en fait, elle commence avec cette image. Alors ça, c'est une photo de la ferme de mes parents à côté de Marrakech. Alors, il n'y a rien de particulier, si ce n'est ce qu'on voit là, en fait. On voit pas. Il y a un petit bout de mur, en fait, dans le coin là-bas. Et en fait, ce qui est particulier, c'est l'histoire de ce mur, en fait. Donc la ferme, c'est une toute petite ferme, elle fait 2 hectares. Et un jour, mon père m'a appelé en me disant, écoute, moi, je vais faire construire un mur autour de la ferme. Donc un mur qui fait 1 km de long, 1,80 m de hauteur, 30 cm de large, en pisé. Donc c'est de la terre mélangée avec des pierres et de la paille. Bon, jusque-là, très bien. Pour le Maroc, c'est tout à fait normal. Sauf que mon père me dit, en fait, ce mur-là, il y a un gars qui va venir le construire. Et il s'appelle Mustapha. C'est la personne que vous avez en photo là. Et donc moi je lui demande, mais du coup il va mettre combien de temps? C'est une entreprise, Mustapha? Non, il est tout seul. Il est tout seul et puis il va faire le mur. Bon, ça prend quelques mois, mais bon, il vient tous les jours. Donc forcément, moi ça m'a quand même posé question, quoi. Mustapha, tout seul. Alors on le voit pas, mais en plus il est handicapé, Mustapha. À construire le mur autour d'une ferme dans un endroit où il fait 40 degrés à l'ombre 5-6 mois de l'année, quoi. Donc la grande question, c'était qu'est-ce qui fait que Mustapha est motivé à construire son mur tous les jours? Qu'est-ce qui fait que le matin, il va se lever en se disant moi, je vais mélanger ma terre, mes cailloux et ma paille pour faire un mur? Donc j'ai été le voir et puis je me suis dit je vais travailler avec lui une journée pour voir comment ça se passe. Et sur cette journée, en fait,
Ben, on est arrivé, il y avait un apprenti avec lui, donc on est arrivés tous les trois, on a préparé de la terre, et puis il a pris son sac, et de son sac, il a sorti une théière. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez les théières là, du thé à la menthe au Maroc. Là. Donc il a pris sa petite théière, son réchaud, et puis il les a posés à 2 mètres de notre point de départ. Bon, sur le coup, j'ai pas trop fait attention. Puis on préparait, nous, la terre, et puis on a commencé à travailler. Et au bout de 2 heures, en fait, on était rendu à la théière. Et donc là, Mustapha pose ses outils, puis s'installe et il commence à préparer son thé, quoi. Bon, je lui dis très bien, donc on s'installe pour prendre le thé. Et puis je lui demande, mais je dis Mustapha, enfin moi je suis venu pour quand même te poser une question. Qu'est-ce qui fait que tous les jours, tu arrives à construire tes murs et pas te lasser parce que tu as la banane, là tu arrives, tu as le sourire, tu es content. Qu'est-ce qui fait, enfin, c'est quoi ton secret? Ouais, il me répond, bah, moi en fait si j'avais mis tous les murs bout à bout depuis que je travaille, que j'ai construit, bah, en fait ça ferait un mur entre Marrakech et Rabat. Bon, ça fait 400 km de mur. Hein. Très bien, mais du coup, qu'est-ce qui fait que tu restes motivé? Et puis simplement, en fait, il m'a regardé et puis il m'a répondu, bah, tu sais, c'est simple, j'essaie jamais de regarder le bout du mur, il n'existe pas. Par contre, ce que je regarde, c'est toujours la théière. Et ça, moi, ça a été un vrai déclic, en fait. Il y a plein de principes qu'on pourrait sortir de cette histoire-là autour de l'agilité, mais pour moi, Mustapha, il a compris vraiment cette chose-là, qu'en fait, ça ne sert à rien d'avoir des objectifs qui ne sont pas tangibles. Et ce qui est important pour se motiver, c'est voir en fait vers où on va et de manière concrète en fait. Et ça, il l'a compris. Donc ça, c'est le premier principe, enfin, en tout cas le premier rapport autour de l'agilité, c'est rendre les objectifs concrets et tangibles à l'image de la petite histoire que je viens de vous raconter. Le deuxième, je vous ai parlé de ma vocation ou de mon intérêt en fait enfin, de mon activité de sapeur-pompier volontaire. C'est capitaliser sur nos erreurs. En fait, si je vous ai montré la photo de la caserne dans laquelle j'interviens, c'est que c'est un gros centre de secours en fait, où c'est une organisation quasi militaire. Et en réalité, le fonctionnement a pas mal évolué sur les dernières années, voire décennies. Au départ, en fait, les sapeurs-pompiers, on avait pour une intervention un cadre très rigide. C'est-à-dire qu'on rentrait pour un feu, on savait qu'on rentrait main droite, on allait exactement vers tel parcours, et tout était vraiment tracé à l'avance. Et en fait, ça a bien évolué, parce qu'aujourd'hui, là, ce que vous voyez là, c'est une manœuvre de sauvetage de sauveteur, où en fait, on a des manœuvres, des techniques très précises pour aller chercher une sangle, etc. Donc en fait, les outils, on les maîtrise parfaitement, dans le détail. On sait exactement où on va placer notre main pour tirer une personne, etc. Par contre, ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, ça ne servait à rien de tout tracer à l'avance. C'est-à-dire que quand on rentre sur une intervention, sur un feu, dans l'exemple qui est ici, eh ben en fait, l'intelligence de situation, les seuls qui peuvent l'avoir, c'est ceux qui sont sur l'intervention. Et du coup, on a fait évoluer les choses ont évolué pour permettre aux sapeurs-pompiers aussi de décider de construire leur trajectoire au fur et à mesure. Et ça a été rendu possible grâce à un exercice qu'on pratique à chaque fois, après chaque intervention. Et ben c'est le fait de capitaliser sur nos erreurs, en fait. On s'arrête et on fait un débrief de ce qui a été fait, ce qui a bien marché pour les interventions. Et ce débrief nous sert à chaque fois à ajuster, à améliorer en fait les interventions à venir. Et c'est comme ça qu'on arrive, qu'on passe d'un environnement extrêmement rigide et codifié à quelque chose où on a mis de la souplesse juste là où il le fallait pour garantir un meilleur succès sur nos interventions. Voilà pour mes histoires. Maintenant, je repasse la main à Benoît. Merci Yacine. Ce que j'aime beaucoup dans les histoires de Yacine, c'est qu'elles sont toujours très inspirantes. Après, elles peuvent être assez éloignées de la réalité de certains d'entre vous, à moins que vous soyez pompier, maçon. Mais je ne suis pas sûr que ça soit le cœur du public du Digital Change. Ce que je vous propose, c'est de prendre quelques instants à présent pour essayer de retirer de ces quelques histoires de l'apport pour chacun, que ça soit dans sa vie professionnelle, au sein d'une équipe IT ou non, mais également dans sa vie personnelle. Donc en synthèse, les points sur lesquels j'aimerais revenir, c'est comment on s'adapte à un équilibre instable, comment on entretient la motivation, et également comment on capitalise sur nos erreurs. Pour commencer sur l'équilibre instable, en règle générale, on demande dans une méthode de gestion de projet classique au chef de projet de suivre 3 choses. Un budget, un planning et également un périmètre. À moins que le chef de projet soit doté d'un quelconque don de voyance, c'est complètement voué à l'échec. À l'inverse, en agilité, on part du principe que du coup, l'avenir est incertain. Donc, partant de ce principe-là, on décide de réaliser une priorisation stratégique. Son objectif est simplement d'être vrai
à un instant T et donner une vision. Et par contre, de réaliser des mises à jour périodiques de cette priorisation, le plus souvent possible, idéalement en permanence, afin du coup d'être sûr que les priorités les plus importantes soient bien le plus haut de la to-do. Pour moi, le cœur de cette mise à jour périodique, ce n'est pas cette mise à jour des fonctionnalités, de la priorité, mais bien de prendre le temps de mettre à la poubelle ce qui est rendu obsolète. C'est quelque chose qui n'est pas systématiquement fait, et pour moi, c'est bien là le cœur de la valeur ajoutée, de ne pas perdre du temps sur ce qui n'a pas lieu d'être. Ceci, c'est des choses qui sont faites depuis de nombreuses années au sein d'une équipe IT. Là, je pense où ça peut être très intéressant, c'est de l'appliquer également dans d'autres périmètres, par exemple un plan projet, où du coup, on peut tout à fait imaginer de mettre les décideurs autour de la table, en réutilisant des pratiques agiles comme un outil buy a feature, donc acheter une fonctionnalité, où on met tous les décideurs autour de la table, on leur donne quelques billets de Monopoly, représentant la capacité à faire de l'équipe, et on leur demande de choisir, vraiment de choisir, d'acheter ces fonctionnalités. Et ainsi, en quelques minutes, on obtient du coup une priorisation issue d'un consensus. Et aussi, on a fait de la pédagogie autour de nos décideurs en disant on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout avoir. Donc du coup, cet outil de planification est extrêmement intéressant, à mon avis, en dehors des équipes agiles. L'autre point sur lequel je voulais revenir, c'est la motivation. Pour illustrer un petit peu mon propos, je vais vous présenter un petit exercice. À votre avis, de chaque côté de la ligne, de quel côté attend le plus de cercles? Bon, évidemment, j'attends pas de réponse à cette question. On voit très bien qu'il y a 2 cercles de plus à gauche qu'à droite. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est sur mon exemple suivant. À votre avis, combien y a-t-il de quel côté attend le plus de cercles? À gauche? À droite? Les deux sont sont équivalents? La réponse, en fait, est la même. On a 2 cercles de plus à gauche qu'à droite. Ce que je veux montrer par cet exemple, c'est l'incapacité du cerveau humain à gérer des grands nombres. Et là encore, on parle de 60. On ne parle pas d'un plan projet de dizaines de milliers de jours. Donc, pour garder sa motivation, c'est extrêmement important de réduire le périmètre, un petit peu comme Mustapha le fait avec sa théière. Il ne regarde pas le bout du mur, mais bien les 2 mètres à venir. En synthèse, en agilité, on a donc 2 visions différentes, 2 leviers agissant sur, donc, en effet, de motivation personnelle. Le fait de donner du sens, ça c'est le rôle de la vision, de la priorisation initiale. Pourquoi on le fait? Pourquoi Mustapha se réveille tous les matins autour de cette ferme? C'est bien pour construire un mur d'1 kilomètre de long. Et pourquoi il le fait 2 mois après? C'est bien parce qu'il est motivé et parce qu'il voit que ça avance. Et donc ce travail en itération est extrêmement important. Ceci peut tout à fait être appliqué en dehors d'une équipe agile. On peut tout à fait imaginer, je ne sais pas, une équipe de RH, de communication, travailler par itération. Ou même dans votre vie perso. Là où c'est également intéressant, ce travail en itération, c'est la mesure de l'avancement. Je le mets un petit peu en bas parce que pour moi, ce n'était pas le cœur de la présentation, mais ça va avec Mustapha. Il est certes motivé pour avancer, mais il peut tout à fait dire également à Yacine ou à la famille de Yacine qu'il est capable de finir pour, je ne sais pas, fin octobre, parce qu'il sait qu'en faisant 2 mètres par jour, fois le nombre de jours, on peut tout à fait estimer le reste du travail à faire. Ce qui est tout à fait impossible lorsqu'on n'a que la vision du kilomètre. Le dernier élément sur lequel je voulais revenir, c'était la capitalisation sur les erreurs. Ce point est tellement important en agilité qu'on y a dédié un rituel, la rétrospective. Cette rétrospective, donc, du coup, est un temps où l'équipe se consacre non pas sur le produit qu'elle est en train de réaliser, mais bien sur sa façon de travailler. Cet outil peut tout à fait être utilisé en dehors des équipes agiles, encore une fois. Pour l'illustrer, je vais vous présenter un petit retour d'expérience en quelques minutes sur une rétrospective que j'ai animée il y a 1 mois chez CBP, un courtier en assurance emprunteur et en prévoyance. Pourquoi j'ai choisi cet exemple? Pour 2 points précis. Déjà pour le public, parce qu'on avait du coup un département de chefs de projet, une dizaine de personnes qui ne travaillent pas au quotidien ensemble, mais qui font malgré tout partie d'un département. Et l'autre raison, c'est la périodicité. On regardait du coup, on faisait une rétrospective sur 1 an et pas sur un sprint comme on le fait dans une équipe IT. En tout cas, c'est un outil très facile à utiliser et les résultats qu'on a obtenus, on les a fait en 1 heure. On a décidé de diviser en 3 cette rétrospective. La première, c'était
l'objectif de cette première partie était d'identifier comment chaque personne de l'équipe a vécu cette période. On a donc utilisé un graphe de confiance. On a donc sur un axe des niveaux de confiance. Plus on est en haut, plus on a été confiant, on a été serein dans les travaux. Et sur l'autre axe, on a le temps qui s'écoule, les différents mois de l'année. Une fois que cela est tracé, on demande à chacun de prendre un stylo et de raconter en quelques instants son année, les moments marquants. Et on se retrouve du coup avec un graphe de ce style et sur lequel on peut placer les points marquants. Donc, je ne sais pas, un déclencheur, une arrivée dans l'équipe, un départ, un projet qui s'est mal passé, peu importe. On a donc du coup, en 10 minutes, une vision agrégée de comment chaque personne a vécu son année et on se rend compte que certains événements ont marqué qu'une partie de l'équipe ou ont marqué tout le monde mais à des échelons différents et que certains événements n'ont touché qu'une ou deux personnes. En synthèse, très rapidement, ça donne ce type de résultat pour une dizaine de collaborateurs. Le deuxième point précis où il fallait qu'on voulait insister est très classique. C'est le recueil de ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, ce qu'on veut continuer à faire et ce qu'on veut arrêter. C'est tellement classique que ça peut être lassant pour des personnes qui le font régulièrement. Ce qui est intéressant, c'est donc de varier les supports. On peut jouer sur l'actualité, par exemple, pour faire cela. Sur l'actualité, nous, du coup, on était mi-décembre. On aurait pu tout à fait choisir le thème de Noël. On a plutôt choisi, du coup, des références cinématographiques avec la sortie de Star Wars qui avait lieu cette semaine-là. On avait donc, du coup, des besoins, des thèmes qu'on devait affecter soit du côté clair de la Force, soit du côté obscur. Pour pousser le thème un petit peu plus loin, on a également distribué des citations à chacun de l'équipe, des citations à placer dans sa présentation. Ça n'avait aucun autre intérêt que de retenir l'attention de tout le monde et d'essayer d'identifier est-ce que la personne, son camarade, avait réussi à placer sa citation ou pas lors de son intervention. C'est donc tout à fait le seul intérêt était de maintenir la dynamique de cette formation. Peu importe. En tout cas, il faut varier les supports. Il y a plein de choses sur Internet, par exemple le site d'Octo ou n'importe lequel. En tout cas, on trouve beaucoup de sources pour varier tous ces animations. On se retrouve du coup au milieu de notre rétrospective avec une identification des thèmes à aborder, à traiter. Et donc forcément, du très classique, l'étape d'après, l'identification d'un plan d'action. Comment on choisit, on aborde ce thème, comment on le réalise dans les semaines à venir. À nouveau, c'est du très classique, ça peut être lassant, on peut tourner en rond, le brainstorming n'est pas évident. Pour cela, on a à nouveau repris le thème de Star Wars et identifié des types d'actions qu'on pourrait mener. Par exemple, sous le thème du courage, qu'est-ce qu'on peut oser de faire, le thème de la diplomatie, le thème du conseil, de la formation. Et à chaque fois, à nouveau, on avait repris notre thème de Star Wars avec Yoda associé au conseil, par exemple. Ce qui est clé dans ce plan d'action, ce n'est pas forcément son élaboration, c'est plutôt son suivi. C'est indispensable de garder du temps dans la prochaine rétrospective pour suivre le plan d'action identifié précédemment. Je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un plan d'action qui reste sur du papier et qui n'est pas suivi. Voilà essentiellement les points que je voulais voir avec vous aujourd'hui, qu'on voulait voir avec vous. On a du coup on reste, Yacine et moi, sur le salon toute la journée, au stand du coup Celencia à la capsule, numéro 98. Et on sera ravis de voir avec vous, de vous donner d'autres conseils pour la mise en place de ces pratiques ou d'autres, selon votre niveau de maturité. En tout cas, merci pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée.